Fait que là, il me semble que ça enregistre. Donc, bonjour et bienvenue, le docteur Paul Simard, un grand psychologue qui est passé à la télévision au Québec et que j'adore. Je pense que c'est le seul psychologue que j'ai vu qui m'a vraiment donné l'impression qu'un psychologue était très compétent. C'est la première fois ben, c'est parce que j'ai pas vu beaucoup de psychologues, mais c'est la première fois qu'un psychologue me donne vraiment l'impression que tu pourrais apporter énormément, parce que la plupart du temps, quand j'entends parler de psychologue, c'est plus en négatif. Ah Donc, oui, c'est quoi, mettons, l'image typique du psychologue, là? ben, dans le fond, pour moi, de tout ce que j'ai entendu en relation par rapport à un psychologue, c'était comme, le psychologue, c'est celui qui s'assit devant toi là, avec son petit crayon puis qui fait juste Ah, ça doit être relié à votre enfance. Ouf, hein, ça fait quasiment mal, juste le fait de l'imaginer. Fait que, ouais, je trouve ça vraiment On appelle ça en psychanalyse, cette affaire-là? Parce que c'est une vieille patente de psychanalyse. On appelle ça la fonction contenance. Okay. C'est que le thérapeute, il joue un peu le rôle de contenant, le psychanalyste, là, dans le fond, pour dire, la personne va se déposer dans mon bureau, puis là, moi, je vais juste la contenir pour qu'elle fasse de l'association libre. Et donc, le psychologue, il interfère pas trop, là, pour laisser la personne associer. Mais ça laisse les gens dans un grand sentiment de solitude, puis ça peut durer des années avant que la personne fasse les associations que, ben, crème, je pense que je vais me prendre en main, finalement. Donc, moi, c'est pour contrer ça que j'essaie d'être interactif pour dire, ah, regarde, oui, il va y avoir la contenance, mais à un moment donné, il faut aussi que tu sois guidé, faire expliquer des choses puis te prendre en main. Ouais, mais tu m'as vraiment surpris parce que quand je regardais tes TikTok, surtout parce je t'ai connu grâce à TikTok, déjà, c'est super intéressant. Puis, tu as vraiment énormément de connaissances. Ça se voit que tu as fait sûrement énormément d'études aussi. Tu m'en parlais la dernière fois. Puis, non, c'était vraiment super, super intéressant. Fait que ça montre vraiment que tu as du potentiel. Tu as énormément de knowledge, je pourrais dire. Ouais, ben, c'est surtout parce que j'ai souffert beaucoup. Parce que c'est pas tant le doctorat qui fait que je vais être allumé sur le savoir et que je vais vouloir le partager comme ça. C'est ma propre souffrance qui se transpose de manière résiliente. C'est la résilience. Moi, ma définition, c'est je vais être magané par la vie, mais je vais créer une plus grande valeur parce que j'ai découvert que ça faisait mal, ce sujet-là. Donc, on pourrait dire que mes difficultés qui me sont arrivées m'ont permis de vraiment prendre conscience que c'est important de prendre soin de cette souffrance-là. Puis, donc, je partage pour prendre soin des autres. Mais ça ne veut pas dire que je suis sans souffrance. Au contraire. Justement, la dernière fois, on avait fait un appel sur Discord avec un coach en confiance en soi. Puis il nous expliquait que la plupart des coachs, ils choisissent leur domaine de coaching par rapport à la chose dans laquelle ils ont eu le plus de mal dans leur vie et qu'ils ont réussi à surmonter. Et c'est c'est là-dedans qu'ils se lancent par la suite. C'est un appel. Ouais. Vocation, souvent, quand on l'accepte. Ça fait du sens, c'est vrai. Fait que là, j'avais préparé quelques questions pour toi, pour voir un petit peu aussi ton point de vue, puis comment tu vois les choses, comment tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as compris face à la vie, la psychologie, c'est comme quel point tu pourrais apporter là-dedans. La première question que j'avais, c'était surtout par rapport à comment, justement, moi, c'est mon plus gros problème, ça a été parce que la chose que j'ai travaillé le plus au cours de ma vie, ça a été ma perception des choses. Et comme ça confirme un peu ça, c'est un peu là-dedans que je me lance. J'avais du mal à l'expliquer et je savais pas trop comment expliquer aux autres pourquoi ça a marché, puis qu'est-ce qui a fait que ça a été aussi efficace pour moi, de comment je m'étais auto-manipulé pour avoir le résultat que je voulais. Dans le fond, ce que je faisais, c'est que je me manipulais en quelque sorte pour arriver à croire quelque chose, à faire quelque chose, à arrêter quelque chose, à percevoir les choses différemment. Puis, meilleur exemple, c'était au niveau des relations. Après ma première grande relation, lorsqu'elle m'a quitté, c'est comme après 6 mois de pseudo-dépression, là, je me suis dit, OK, je veux plus jamais vivre cette chose-là. Donc, je me suis imaginé un mindset idéal pour la relation et je l'ai mis en pratique, puis je me suis comme répété, puis je sais pas comment j'ai fait, mais ça a été comme un processus qui a duré à peu près 2 ans. Puis après 2 ans, là, j'arrivais à avoir une relation du début à la fin. Et même à la séparation, j'étais content. C'est sûr, il y a comme 2-3 jours, une semaine de tristesse où c'est un petit peu difficile, mais je m'en sortais relativement extrêmement bien, au point que la dernière, je l'ai remercié quand il m'a quitté pour la belle relation qu'on avait eue, puis je lui ai souhaité bonne chance pour la suite. Fait que je voulais savoir si toi, dans ton expérience, tu avais eu, t'as déjà rencontré ce genre de choses-là, si il y a sûrement plein de choses qui doivent tilter dans ta tête par rapport à comment on peut
s'auto-manipuler, entre guillemets, ou s'influencer soi-même pour arriver à avoir des résultats sans trop d'efforts, je dirais. Ben, déjà, je voudrais mentionner que c'est l'outil que tu utilises, l'imaginaire, on pourrait dire, l'autodiscours sur soi-même, puis imaginer des choses, se programmer nos croyances, c'est un des 2 artefacts là, de survie de l'espèce humaine. Pour survivre comme espèce, as-tu remarqué qu'on n'a pas des grosses griffes, on n'a pas des gros crocs, on n'a pas beaucoup de poils, on n'a pas de carapace pour nous protéger. Donc, il fallait des outils de survie. Puis l'être humain, il en a développé 2 pour envahir la planète. Puis le premier outil de survie de l'espèce humaine, c'est vivre en tribu. Ouais. Fait que ça veut dire que on est très influencé par les autres. On est contaminé par leurs émotions, on les contamine avec les nôtres. On a donc besoin de la relation. Ça crée des liens d'attachement incroyables. Pour survivre, le bébé a besoin de la tribu. Puis le deuxième artefact de survie, c'est l'imaginaire. Parce que, hey, t'imagines-tu? Quand là, je check le blé qui bouge comme ça, là, ça me rappelle l'histoire de v'là 3 ans qu'on m'a raconté sur le bord du feu du lion qui avait attaqué. Fait que je vais pas passer par là. Puis rendu en haut de la montagne, je peux regarder ça et dire « Ah, il y avait des lions! » Hey, je me suis sauvé la vie grâce à mon imaginaire. Mais c'est un peu cet outil-là que tu es en train de mettre en action quand tu reprogrammes toi-même tes croyances. Quand tu te mets dans un mindset, c'est super fort faire ça. Parce que l'imaginaire, ça a été une clé de survie pour l'espèce humaine. Par contre, quelqu'un qui reste toujours dans l'imaginaire et qui est trop en décalage avec la réalité, ben là, ça peut provoquer toutes sortes de problèmes. Mais tu vas survivre, mais ça va t'interdire l'accès au bonheur. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser, mais il faut que ça soit de manière éclairée puis modérée, là, pour faire des vérifications. Es-tu bien ajusté ou pas? Ça s'en va-tu dans le bon sens ou pas? Quand on réussit à faire ça, des allers-retours assez rapides, ben on peut se réguler et utiliser cette grande force-là de manière saine. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Mais est-ce qu'on peut appeler ça comme une forme d'intelligence, je dirais, d'être capable d'appliquer notre apprentissage sur notre propre vie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent plein de choses sur la spiritualité, la psychologie, et qui l'appliquent sur eux-mêmes, mais ça ne marche pas dans leurs conditions et dans leur qui ils sont. Et je vois ça, c'était un problème que je rencontrais parfois avec des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à l'appliquer ou à avoir, j'ai pas envie de dire l'intelligence de l'adapter à leur vie, mais je sais pas s'il y a un terme fait pour ça, mais c'est que... oui, il y a beaucoup de gens qui vont rester juste dans l'évidence extérieure. Ils vont tout se définir en fonction des liens d'attachement de l'autre, là, puis de ce qui se passe autour, ou les comportements visibles. C'est rare les gens qui vont dépasser cette évidence-là pour plonger à l'intérieur de soi. Parce que pour s'occuper de soi, ça prend un peu de ressources. Puis il y a beaucoup de gens qui vont être tellement stressés, puis tellement appauvris au niveau de leurs ressources qu'ils vont s'accrocher à l'extérieur pour se faire porter. Donc, ça demande une grande force, une grande intelligence aussi, se dépasser l'apparence des choses, là, puis aller dans cette affaire-là mystérieuse et invisible de la connaissance de soi. Il y a beaucoup de gens qui franchiront jamais ce mur-là. Puis c'est comme un peu un mur magique dans lequel ça prend une initiation. Ça prend une espèce de guide qui, un moment donné, apparaît, comme le Gandalf qui apparaît dans la comté, là, puis qui dit « Ah, jeune Frodon! » Puis là, c'est un magicien qui vient initier pour préparer au voyage. Ben, dans Star Wars, c'est la même chose. Ça prend une espèce de Ben Kenobi qui se trouve être en fait son oncle, Obi-Wan Kenobi. Là, bref, il initie le Jedi à la formation. Dans la vraie vie, souvent, c'est les coachs, les thérapeutes, les mentors, les lectures inspirantes, les influenceurs sur le web qui vont faire une espèce de « Ah, OK, il y a quelque chose d'autre qui existe. » Ben, ce déclenchement-là, c'est un appel à l'aventure. Ben, puis c'est par où que se passe cette aventure-là? Vers l'intérieur de soi. Ouais, j'avais justement mon coach quand j'ai fait ma formation lors de la conférence qui me disait la phrase vient pas de lui, je me rappelle plus de qui ça vient. Il me disait le chemin le plus long, comment il disait ça? C'est le chemin le plus long à parcourir dans sa vie, c'est celui de la tête vers le cœur. Ah oui. Ah, c'est l'orgueil qui nous résiste, qui nous retient vers la tête. Parce que pourquoi je souffrirais? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi et pas aux autres? L'orgueil, c'est une fonction défensive, ça refuse l'expérience. Ouais, OK. Je serai heureux quand j'aurai fini ça. Fait que selon toi, comment j'ai fait dans mon enfance là, pour en arriver à m'auto-manipuler, c'est juste la pratique de
de l'imaginaire et croire à ce que j'ai envie de croire. Parce que comme un mensonge répété suffisamment longtemps devient une vérité. Et ça, j'ai l'impression que quand tu l'appliques pour les bonnes raisons et avec les bons objectifs, ça marche extrêmement bien. Oui, ben, tu t'as développé un sentiment de familiarité. C'est qu'à force de te visiter, puis à force de faire ce choix-là, t'en as fait ta réalité. Mais tu l'as forgé à coup d'expérience, puis à coup de choix, puis tu l'as rechoisi, puis tu l'as repris encore une fois. Ben, à chaque fois qu'on déplace notre attention vers quelque chose, là, on devient meilleur là-dedans. Si tu mets ton attention dans un livre, ben, tu deviens meilleur dans ce sujet-là du livre. Si tu mets ton attention dans comprendre Internet, tu deviens de meilleur en meilleur à comprendre Internet. Ben, c'est la même chose je mets mon attention sur le mindset puis tout ça. C'est pas, moi, j'aime pas appeler ça un mensonge. J'aime plutôt appeler ça sur l'idée de je vais créer ma vie là où je mets mon attention. Parce que pour moi, un mensonge, ça veut dire aussi survie. C'est que je protège l'accès à la vérité parce que si je disais la vérité, je me mettrais en danger. Donc, c'est important de mentir des fois pour survivre, mais par contre, ça se peut que ça me limite dans le monde de la survie. Toi, tu es plus dans le monde de l'épanouissement, là, ça grandit. Là. Fait que tu ne sembles pas être dans le mensonge. Mais c'est peut-être une question. Les mots, c'est tellement imparfait là, pour définir les concepts sur notre expérience. Ouais. Puis je ne sais pas si tu connais le forum de Landmark. Non. C'est comme une fin de semaine de 3 jours. Puis le but là-dedans, c'est vraiment de déconnecter pas mal tous les liens avec ton passé. Ils vont vraiment comme te formater ton passé puis te faire vivre au moment présent. Moi, je suis allé là-bas surtout pour apprendre comment ils faisaient puis comment ça aidait les gens. Mais il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Puis il y a beaucoup de points liés au langage. Dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est pas forcément apprendre des nouvelles choses. Ils vont juste te réexpliquer un point, un mot qui va te faire redéfinir, on pourrait dire, ta réalité. Ouais. Et c'était vraiment intéressant. Il y avait... je me rappelle plus de quel exemple, il y en avait trop, là. Ça fait longtemps. Mais il travaillait beaucoup sur ça. Parce que effectivement, ben ça, j'en parlais souvent avec Coach Harrison, ma collègue, que comment le langage qu'on utilise aussi est très important dans la vie de tous les jours. Uh-huh. Puis bon, j'avais une autre question aussi. Hypothèse du changement. OK. J'ai entendu dire très souvent qu'on ne peut pas changer. On est une personne, on a le fondement, quelque chose qui est une base en nous et qui fait de nous qui on est et qui ne peut pas être changé. Au début, j'avais énormément de mal avec ça parce que moi, je considérais que j'avais énormément changé dans ma vie puis que je pouvais devenir qui je voulais par l'automanipulation ou quoi que ce soit. Mais quand j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps, je me suis dit, en fait, peut-être que c'est possible. Mais peut-être que on peut changer uniquement dans le sens où on peut partir de quelqu'un de qui n'est pas nous, qui a été créé par la vie, par l'école, par tout ça. Et le plus gros changement qu'on va faire, c'est quand on va devenir nous-mêmes. Ouais. Donc, je me disais, si tu avais déjà pensé à ce concept-là, que le seul moyen de changer, dans le fond, ce serait de passer de quelqu'un qu'on n'est pas à quelqu'un qu'on est. Oui, ben ça, c'est la théorie sur la spontanéité et l'authenticité. Puis on ne va pas réfléchir à cette question-là de la même manière, tout dépendant si on est dans une des 3 conditions suivantes. Je suis pris dans le monde du stress, je suis dans le monde du développement personnel ou je suis dans le monde d'être heureux et d'être disponible. Chacun de ces 3 états-là va répondre différemment à la question sur le changement. Mais j'aimerais bien dire que la personne qui dit ça, là, on ne peut pas changer, personne ne change. En fait, elle dit la vérité sur elle-même parce qu'elle parle de sa croyance. Ouais. C'est cette personne-là qui est dans le « on ne peut pas changer ». Puis elle le projette à l'extérieur d'elle comme étant une vérité. C'est sûr, c'est sa vérité. Mm-hmm. Puis j'aimerais dire, je trouve ça triste, moi, de penser qu'on ne pourrait pas changer parce qu'on est constamment en évolution. Puis quand on regarde les autres champs de science, là, c'est une des constances d'ailleurs en physique, là, le changement perpétuel. Là, il y a un philosophe qui disait ça, il y a que 2 choses qui vont jamais changer dans la non, il y a que 2 choses qui ne changent pas dans la vie, c'est les taxes et la mort. Mais on pourrait dire que par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est notre accès à la présence. Quand je suis présent, là, ici et maintenant, là, ce que je suis pour de vrai, derrière toutes mes stratégies d'adaptation, là, derrière le masque que j'utilise avec les autres. C'est vrai qu'à quelque part, on a beau faire tout ce qu'on veut, changer des trucs dans l'action, ça ne changera pas ce qu'on est.
Mais il faut pouvoir avoir accès à cette distinction-là entre être, ce que je suis. Être, ça ne peut pas changer. Comment tu pourrais changer ce que tu es? Parce que c'est l'être. Mais tu peux changer ton accès à être. Puis être, ça commence à être très philosophique, là, parce que, si je le mettais au plus simple, on pourrait dire que l'être, c'est la capacité de présence, l'observateur qui joue plus de jeu. Puis je vais le différencier avec la personnalité. La personnalité, ça vient du mot grec persona, qui veut dire masque. Donc, ma personnalité, là, mon habitude, là, il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, je suis ça. Moi, je suis de même, là, je suis introverti, là, ou je suis extraverti. Mais c'est un masque adaptatif qui a souvent été appris dans l'enfance, là, entre 1 et 6 ans. Parce que c'est une phase, c'est jusqu'à la disparition du Père Noël, là, puis de la fée des dents, là, quand on y croit plus, là, c'est vers 6 ans ça, que ça arrête. Là. Mais avant ça, l'enfant, pourtant, il parle, il réfléchit, mais il introjecte toutes les normes de fonctionnement ambiant comme étant vraies, comme étant normales. Fait que si tu lui dis à l'enfant, « Ah, toi, t'es un bon petit gars là, quand tu parles, c'est beau quand tu t'exprimes. Oh, ben, porte du bleu. Parce que tu es un petit gars, porte pas du rose. » Ben, ça crée des empreintes qui forgent l'identité de la personne. Et là, c'est le début du masque. Puis il y a beaucoup de gens qui vont être aveuglés par le masque, qui ne savent même pas qu'ils portent un masque. Hein. Ouais. Et quand on est suffisamment mature ou qu'on a une invitation, un déclic avec un mentor ou un guide, on peut faire « Hein? Ah tiens, il y a de l'espace qui se crée entre ce que je suis et ce qui m'arrive dans ma vie. » Puis ce qui m'arrive, ça peut être autant un événement extérieur qu'un événement intérieur. Là. La jalousie, c'est un événement intérieur qui me raconte une fiction. Là. L'autre va me trahir, l'autre va me trahir, l'autre va me trahir. Puis là, dès qu'on peut regarder notre jalousie en disant je suis insécure aujourd'hui, moi là. Je pense que j'ai plus besoin d'amour que ce que je pensais. Ouais. Puis là, on peut partager notre jalousie à l'autre, dire chérie, je me sens fragile aujourd'hui. Plutôt que d'y faire subir. Qu'est-ce que tu faisais? T'sais. Ouais. On parle du même sujet pourtant, mais l'espace qu'on crée à l'intérieur de soi, c'est ça, c'est là où on stocke l'estime de soi, puis la conscience des choses. Puis c'est notre accès à ce bassin-là de ressources, d'authenticité qui change avec la vie. Parce que dès que je suis stressé, mes ressources fondent. Je suis-tu moins moi-même parce que j'ai moins de ressources? Ben, il suffit de regagner, mais je dors bien, je mange bien, j'ai des gens que j'aime autour de moi. Bon, ben, j'ai beaucoup plus de ressources pour gérer les stress. Et je reste la même personne, mais j'ai plus accès à des ressources. Ouais. Longue explication, encore une fois. Ça. Non, mais c'est très, très bien. Puis j'aimerais même continuer là-dessus par rapport à ce masque, parce que c'est exactement ce dont je parlais juste avant qu'on se parle, là, quand j'aidais une fille. C'est parce qu'elle est extrêmement... on dirait qu'elle ne s'autorise pas à parler. Elle se sent toujours un peu rejetée par les gens. Elle a beaucoup de mal à s'intégrer, puis elle a beaucoup de mal aussi à avoir confiance en elle. Elle dit qu'elle a des conflits avec ses parents aussi, qui n'arrêtent pas de la comparer avec d'autres gens qui sont plus performants. Et je lui ai expliqué que ça, faudrait qu'elle le prenne comme une forme d'amour, parce qu'ils veulent son bien, ils veulent qu'elle soit bonne et qu'elle utilise son plein potentiel. Parce que ça, c'est un autre sujet. Mais cette fille-là, elle a un gros masque est très, très apparent. Mais je lui ai expliqué que ça va être très difficile pour elle de faire des connexions avec des gens, de s'intégrer à des groupes si elle porte constamment un masque, parce que déjà, on peut pas vraiment connecter avec. On peut pas... Il n'y a pas de sentiments profonds qui s'échangent, puisque c'est juste à la surface. Tout ce qu'elle raconte, c'est sous le masque de la rigidité, d'être forte, de pas montrer ses émotions, de pas montrer qu'elle a de la timidité ou quoi que ce soit. Mais ça cause énormément de problèmes. Elle a du mal à parler, elle a du mal à s'exprimer parce qu'elle cherche tout le temps ses mots. Elle veut que son message soit parfait. Fait que ça, j'avais un moment aussi dans ma vie où j'étais comme ça, trop réfléchir, tu te perds dans tes pensées. En tout cas, tout ça, là, c'est comme tout un tas de choses qui est relié au fait que oui, elle porte un masque, mais elle le sait, sauf qu'elle ne sait pas quoi faire avec ça. Elle est comme bloquée. 4 étapes. Avant de changer quelque chose, il faut faire des prises de conscience. Avant de faire les prises de conscience, il faut faire des exercices d'observation. Puis avant d'observer quoi? Ben, observer quoi? Il faut en jaser avec quelqu'un qui l'a déjà fait le chemin.
Parce que je peux pas vraiment changer quelque chose que j'ai pas bien compris. Je peux pas comprendre quelque chose que j'ai jamais observé. Puis, sinon, bien flou, cette affaire-là. Il faut en reparler, OK. Fait qu'il faudrait vraiment que je continue de lui en parler, de lui montrer mon expérience par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour en sortir? Souvent, les gens, on devient tellement expert dans notre sujet quand on est aidant qu'on oublie que le besoin des personnes est souvent très fondamental, de base, là, puis ils ont besoin de réentendre parler de la base pendant longtemps. Moi, ce que je vois en consultation, c'est que souvent, on va prendre à peu près 4 rencontres pour parler de la base, faire de l'éducation psychologique sur ces notions-là, je fais de l'écoute, je m'intéresse à ce qu'ils vivent, mais souvent, on reparle de la base pendant 4 rencontres. Puis là, dès qu'il se crée un petit peu de lousse là, intérieurement, un peu de ressources, là, on va pouvoir entrer un peu en profondeur sur des notions plus complexes. Mais faut pas hésiter à répéter les notions parce que ce qu'on fait, c'est comme si on avait un remplisseur de sentiments de sécurité quand on fait ça, quand on répète. Puis on crée de la cohérence à l'intérieur de la personne. Il vaut mieux se répéter que se contredire. Puis là, on revisite les choses. Puis l'enfant, c'est ce qu'il a besoin quand il est jeune pour construire son sentiment de sécurité. Il a besoin de la répétition de la routine du dodo. Il a besoin de la répétition de la comptine de maman. Il a besoin de la répétition des bras de papa. Puis là, ça crée le sentiment de sécurité. Et un jour, l'enfant est capable d'être autonome. Okay. Peut-être pas s'il reste dans la dépendance affective. Ouais, mais un jour, ça va fouetter, puis il va éventuellement apprendre, mais plus tôt c'est fait, moins ça fait mal. OK. Hier, j'ai écouté un audio de Tony Robbins. Il expliquait à quel point les gens vont souvent mettre leur manque d'avancement ou leur manque de résultats sur le manque de ressources, le manque d'amis, le manque d'argent, le manque de temps, le manque de... Ouais. Et lui, il expliquait que, en fait, la chose la plus importante à comprendre, c'est que ce qui dépend de nos résultats, c'est pas les ressources qu'on a à l'extérieur. Ça va aider, ça va influencer énormément, mais c'est la quantité de ressources qu'on a nous-mêmes à l'intérieur, le resourcefulness qu'il appelle. Oui. Et là, tu me parles beaucoup de ressources depuis tantôt. Je parle des ressources intérieures et non pas de ressources extérieures. Exactement. Et comment tu fais pour amener les gens à réaliser qu'ils ont autant de ressources à l'intérieur d'eux? Parce que tout le monde a plus ou moins les mêmes ressources. Tout le monde a énormément de capacités. Il faut juste qu'ils les débloquent. Bien, le chemin royal, c'est l'attention. C'est que juste le fait de donner de l'attention à quelqu'un, là, c'est comme le tenir avec nos yeux. Là, puis quand j'accorde l'attention, puis je tiens l'autre personne, regardez les amoureux qui se croisent, là, suffit d'un regard, puis là, c'était comme électrique quand on s'est... Parce que l'attention, le regard, c'est comme une prise qui sécurise les choses. Si la personne n'est pas en mesure de le faire elle-même, elle a besoin de le recevoir de l'extérieur, de quelqu'un qui va la tenir. C'est comme ça qu'on a commencé tout à l'heure la vidéo avec la fonction contenance, là, le psychologue qui fait des ça se voulait cette prémisse-là. Mais ce serait bien que les psychologues l'expliquent aux clients, par contre. Ouais. Pour tenir la personne, pour lui dire, regarde, là, je crois en toi, là, tu peux y arriver, je suis avec toi là-dedans, lâche pas, mets ta main là, puis tu vas pouvoir escalader sur cette... Ça, c'est pour développer la ressource intérieure. Il faut d'abord l'entendre parler, le recevoir des expériences, puis là, on va faire des exercices d'observation. Si je demandais là, aux gens qui écoutent présentement là, de la vidéo d'évaluer là, leur degré là, de fatigue, tournez votre regard vers l'intérieur de vous, puis évaluez. Je suis-tu à 5 sur 10? Je suis-tu à 10 sur 10 d'énergie? Juste le fait de prendre une mesure intérieure, mais c'est en train d'enrichir la formation de connexions neurologiques dans les hippocampes qui vont pouvoir structurer des circuits là, qui vont supporter le sentiment de sécurité. Donc, ça paraît philosophique quand on l'explique, mais en réalité, c'est des structures neurologiques qui vont se faire, puis qui vont se trouver, puis qui vont se consolider chaque nuit. Puis comme ça, à force de répéter des consolidations, ça fait une habitude. Fait que tu dis qu'il faudrait prendre l'habitude de régulièrement s'introspecter, juste se visiter soi-même. Observer comment on se sent. Puis... Ça peut être aussi simple que, dis-moi, c'est quoi, toi, la place que tu trouves là, que tu as le plus froid sur ton corps présentement? Ma main gauche. Est-ce que tu le savais avant de vérifier ou tu le découvres là, quand je te pose la question?
Ouais, je découvre. Bon, ben cette découverte-là, savoir être curieux de soi, on peut le faire en se scannant un peu partout, en disant, un peu, qu'est-ce qui m'arrive intérieurement? Puis déjà, là, je suis en train d'en entendre parler. Ah, tiens, surprise. Et est-ce que ce froid-là sur ta main invitait à un soin quelconque ou ça va? Non, ça va. Donc, il n'y a pas de danger, tu es en sécurité. Tu viens de confirmer à ton système nerveux que tu es en sécurité. Fait que subtilement, ça vient de lui dire, ah, OK, donc je peux abaisser un peu. Il n'y a pas de danger thermique. Mais on peut le faire avec la posture aussi physiologique. Y a-t-il quelque chose qui aurait besoin de s'ajuster présentement dans ma posture? Tiens, moi, ça me fait du bien, je me suis reculé un peu. Ça, c'est tous les mécanismes d'autorégulation. Pour s'autoréguler, il faut se donner de l'importance à soi-même. Puis, comment on sait qu'on est important? Ben, en se donnant une ressource rare qui est l'attention. J'allais dire l'amour, mais ouais. L'amour, c'est une forme d'attention, je dirais. Ah oui, oui. Oui, parce qu'on peut se donner de l'attention neutre et non pas dans l'amour. Mais par contre, quand on y ajoute l'amour, la gratitude, ça l'enrichit notre vie. Mm-hmm. Et au début, il faut juste orienter le détecteur avant de l'intentionner. De l'intentionner de manière positive ou destructive. Là. C'est-à-dire, je suis pas correct, tout ça, puis se flageller. C'est très destructeur. Mais au début, on apprend la mécanique d'orientation de l'attention, puis quand on sait comment bien l'orienter, on l'enrichit de gratitude, d'amour, de bienveillance. Puis là, ça peut être très puissant. Fait que quand tu dis d'orienter le chose, tu parles d'avoir un objectif en tête avant d'y mettre une intention? Ben, oui. Tu peux pas vraiment mettre d'intention. Juste savoir déplacer, là, remettre en mouvement les choses. Suis-tu capable de faire un scan? Donc, je promène mon attention sur ce qui se passe dans la réalité, en dedans puis à l'extérieur. Puis, est-ce que je suis capable aussi de contemplation, de laisser faire avec mon attention? Là? C'est quoi qui survient sans que j'ai à forcer dessus et sans avoir à scanner? Donc, c'est autant de mécanique d'attention, je scanne avec la pointe de disque là, que je contemple en ouvrant. C'est la base d'une pratique méditative, d'ailleurs. Avant de méditer profondément, il faut savoir faire de la pleine attention, c'est gérer son attention. Ouais. Ben, c'est ce qu'on apprend dans tous les débuts de méditation. On apprend d'abord à gérer son attention, puis aussitôt qu'on se rend compte qu'on est parti dans des pensées, on se ramène à l'attention de base. Puis justement, je voulais en parler de la méditation parce que quand tu parlais d'avoir une attention neutre, ben c'est justement ce que la méditation m'a appris, puis ça m'a aidé d'avoir, tu sais, les méditations où ils disent pars de ton pied, tu sais, ton pied droit ou gauche, peu importe, puis concentre-toi juste sur le bout des pieds. Puis là, tu vas ressentir comme une certaine chaleur, une certaine énergie. Les scans corporels. Ouais, puis là, tu remontes à le haut du pied, à ton tibia, à ton genou, tout ça, puis là, tu montes jusqu'à la tête. Puis c'est très bon pour s'endormir déjà. Puis ça... J'ai réessayé de le faire, mais j'y arrivais difficilement sans le support de la méditation. Mais ça m'aide effectivement à juste sans trop m'en rendre compte. Ça se peut que ça t'aide à t'endormir, mais en fait, c'est pas la vraie fonction de l'exercice. La vraie fonction de ce genre d'exercice-là, c'est de prendre contact avec ton vrai état réel. Mm-hmm. Donc, si tu étais habitué dans ta journée de prendre un état très rapide ou très complexe ou tu faisais beaucoup de choses avec tes gestes ou ta tête, en faisant un exercice de scan corporel, ça nous met en contact avec la vérité sur c'est quoi le vrai besoin. Ouais. Puis on arrime de la cohérence entre notre tête et notre corps. Donc, si tu le fais alors que tu es supposé dormir et que tu sais très bien que tu es fatigué, mais ça te remet en contact avec le vrai besoin de repos. Et donc, ça favorise l'apparition du repos parce que tu as créé de la cohérence. Oui. Puis, quand tu me disais, par exemple, à ma main froide, là, que mon corps détecte plus ou moins qu'il y a un potentiel danger, mais vu que je le mets dans ma conscience, je peux le rationaliser puis me dégager ça. C'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de choses qui, inconsciemment, nous apportent du stress, qui nous apportent des petites zones de danger. Et à force de le mettre dans la conscience, ben ça soulage tout ça. Oui. C'est justement par rapport à... Tu connais Wim Hof? Qui? Wim Hof.
Non, ça me dit rien de nom. Hein. The Iceman, c'est le gars qui a battu tous les records du monde de froid, de rester dans le froid, dans les bains glacés et tout ça. Et depuis que j'ai regardé ses vidéos, je m'expose régulièrement au froid, dont les douches froides. Puis récemment, il a commencé à faire très froid, puis je continue à sortir dehors sans manteau, sans rien. Et le moment où mon corps se sentait agressé et que c'était un moment où ça apporte du stress, puis c'est là que tu peux éventuellement tomber malade, mais aussitôt que je m'en rendais compte, parce que là, j'ai beaucoup écouté ces vidéos, puis j'ai beaucoup travaillé, je m'en rends compte immédiatement, puis je l'apporte à ma conscience, puis je me rationalise, ou un faux rationalisme, peu importe, en disant que le froid est bon pour moi, qu'il n'y a aucun danger, que là, je me détends. Et je suis jamais tombé malade depuis 3 ans en faisant ça. Ouais, c'est ça, c'est le stress qui nous fragilise, pas tant le froid. Ouais, ça c'est beaucoup dans le mental, mais ça prend beaucoup de pratique parce que c'est très dur de. Ben oui, mais c'est comme le tatou. Moi, je suis un grand fan de tatou, là, j'en ai plein un peu partout. Là. Puis les recherches scientifiques sur la gestion de la douleur, ils disent qu'il faut que tu mettes ton attention sur la zone de lésion qui est en train de se faire mal. Là. Puis là, tu dis à ton corps, je le sais que tu as mal, là, mais c'est pour être beau. Là. Merci de supporter ça. Ah oui, c'est vrai que ça fait mal particulièrement là, tu as raison. Ouais. Puis là, ah oui, là, ça va être beau par contre. Là. Merci de supporter ça. Si on fait ça, ça fait baisser là, quasiment de moitié la perception de la douleur. Alors que si je me dis, va-t'en dans un île imaginaire dans lequel il y a des noix de coco, putain, moi, des noix de coco, puis là, tu vas apprendre à te dissocier. Tu vas moins ressentir, c'est vrai, mais tu vas pas juste moins ressentir la douleur. Tu vas moins ressentir le bonheur, tu vas moins ressentir la peur, tu vas moins ressentir la tristesse, tu vas moins ressentir le plaisir sexuel, tu vas moins ressentir... Ça déconnecte tout. Alors que quand on apprend à bien ressentir, là, OK, l'attention, elle peut pouvoir modérer, dire, OK, ça fait mal, mais c'est un danger qui est sous contrôle. Et ça ne provoque pas de défense immunitaire forte contre. C'est-à-dire que quand on couche avec quelqu'un, il faut penser à notre voyage avec les noix de coco pour avoir plus de plaisir. Ben, si tu fais ça, parce que c'est peut-être une expérience de dissociation parce que tu trouves ça horrible, ton expérience avec la personne. Tu sais. Ce que tu dis, si on se concentre dessus, ça diminue le bonheur, le plaisir? Ben, peut-être que ça n'a été pas clair la manière que je l'ai dit, mais ce que je veux dire, mais si on garde ton exemple, c'est que si tu n'as pas de plaisir avec une personne avec qui tu as un rapport sexuel, il faudrait peut-être que tu t'arrêtes. Mais si ça se passe bien, il n'y a pas de raison de s'en aller ailleurs en imaginaire. Au contraire, il faut le savourer, être dans l'instant présent, ressentir les choses. Ça me fait du bien à cet endroit-là. En laissant jouer son vrai rôle à la douleur, son vrai rôle au plaisir, ça ne provoque pas de réaction de stress par-dessus. Ce serait-tu pour ça qu'il y a certaines pratiques sexuelles que certaines personnes aiment beaucoup particulièrement parce qu'ils se disent et se répètent continuellement que ça leur apporte du bien, que c'est une bonne chose pour eux? Ben là, ça, on entre dans un sujet un petit peu particulier parce qu'on pourrait dire tout ce qui a rapport avec le plaisir, sexualité, c'est une petite aire du cerveau là, qui s'appelle le nigrus gyrus. Là, c'est ce noyau qui provoque la libération de dopamine. Et le rapport à la dopamine, on s'habitue très vite à une sorte de plaisir. Fait que le problème, c'est que si la personne dans sa vie sexuelle a toujours les mêmes comportements, se masturbe toujours de la même manière ou veut vraiment ce type de comportement-là pour pouvoir avoir l'orgasme, ben là, ça provoque une hyper spécialisation là, pour libérer l'hormone dans le cerveau de plaisir. Puis, il va avoir tendance à appauvrir tout le reste de son champ d'expérience autour pour avoir cette affaire-là. Ça commence à être un peu problématique. Là. Ouais, ben justement, par rapport à ça, très lié à ça, la semaine dernière, j'ai lancé sur la communauté un défi de... C'est moi ce que j'avais entendu une vidéo là, en anglais qui parlait du NoFap Nightmare. C'est pas comme le NoFap Challenge, c'est vraiment le but, c'est se débarrasser de toute source de dopamine facile, qui est téléphone, Netflix, masturbation, les jeux vidéo, ça peut même écouter de la musique. Mais le but, c'est pas de se débarrasser des sources de dopamine, c'est de se débarrasser de tout ce qui apporte la dopamine facilement et qui contribue pas à nos objectifs, qui est pas comme efficace, qui nous amène pas quelque part. Et en faisant ça, j'avais remarqué après la semaine que toutes les petites choses, juste le fait de me rendre compte que j'étais en train de respirer puis que ça faisait du bien, ça m'amenait de la dopamine.
parce que j'avais comme diminué mon standard de dopamine, puis ça fait que tout devient plus plaisant, parce qu'il n'y a plus ces petites choses spécifiques-là qui m'apportent. Oh, mais moi, je crois que la masturbation, c'est très bon pour la santé mentale. Très bon pour la santé physiologique aussi. Ça réduit les risques de cancer chez les hommes, tout ça. Mais c'est pas la masturbation qui est le problème. On pourrait dire que c'est les comportements de rigidité ou externe, comme mettons la pornographie. La pornographie, après 2 mois d'arrêt de pornographie, quelqu'un qui arrête là, après une consommation très intense, là, ben, déjà après 2 mois, il y a des changements au niveau de la qualité de l'orgasme, puis des changements physiologiques qui se passent. Hein. Puis après 30 jours, déjà, il y a des gens qui le sentent. C'est que c'est l'hyperstimulation du plaisir qui est mauvaise. C'est pas le plaisir en tant que tel. Ouais. Fait que, moi, je vois souvent ça de passer sur Internet. Là. Je sais que toi, t'en as fait une cure de détox de dopamine, ça se peut-tu? Ben, c'est ça, ouais. Ouais, mais dès qu'on fait une petite variation là, de la dopamine dans le cerveau, là, ça crée plein de désorganisations. Ça crée des symptômes dyskinétiques, les gens ils tremblent et tout ça. Fait que c'est pas vrai qu'on agit sur la dopamine directement, on agit plutôt sur les circuits dopaminergiques. Ces circuits-là, s'ils sont hyper stimulés, ils vont provoquer toutes sortes de problématiques. C'est ce qu'on appelle, mettons, la tentation, les obsessions. C'est toutes des manières de se dériver du vrai objectif central. C'est super facile de glisser dans le plaisir immédiat, mais c'était quoi mon vrai objectif? Le but, c'est pas de jouer sur le piton dopamine, mais plutôt jusqu'à quel point je me hyper-stimule ou que je laisse jouer le vrai rôle du plaisir. Parce qu'on ne peut pas être en santé mentale et réussir nos objectifs dans la vie en étant que du côté du plaisir. Des fois, pour solutionner un problème, il faut se laisser souffrir. Juste être en compte. Tu sais, quand on embraille une shot, là, que ça fait mal, là, ben, dans le fond, je me laisse souffrir. Puis après ça, il me semble que je me sens mieux. OK. Ben, la majorité des gens ne feront pas ça parce qu'ils restent au niveau des évidences, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure. Plonger à l'intérieur de soi, ça demande une bonne force de caractère, puis ça demande aussi d'être guidé dans cette direction-là. Puis dès qu'on peut le faire, on équilibre beaucoup mieux les choses. Hein. Est-ce que c'est quoi le vrai besoin ici? Je sais comment être fort, je sais comment avoir du plaisir, mais je sais aussi comment me laisser être faible puis avoir des vulnérabilités. Moi, je me dis que je me présente sur Internet de manière extrêmement imparfaite. Là. Je sais comment être fort, puis je sais comment être faible aussi. C'est vrai que ça se peut que je me trompe. Puis, comme tu vois, tu me poses des questions tout à l'heure, puis je t'ai répondu, non, je ne le connais pas, cette personne-là. Tu sais, je ne connais pas ça. Mais si j'étais que dans mes forces, je te dirais une entourloupe où je voudrais te manipuler pour qu'on change de sujet, là, pour pas qu'on me montre vulnérable, où je pourrais te faire de la rhétorique de politicien. Vous savez, ce genre de sujet est très peu valide sur l'importance. Vous direz, j'en ai déjà entendu parler. Ouais, me cacher derrière, à quelque part, la fausseté. Pour protéger quoi? Mon ego, mon orgueil. Mais dès qu'on se laisse le droit d'être faible, mais on peut se laisser aussi le droit d'être fort. Puis il n'y a plus de zone interdite à l'intérieur de soi. Ça, là, c'est une grande liberté qui apparaît quand on n'a plus de zone interdite à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire qu'on va le dire à tout le monde. C'est un choix, ça, si je le partage ou pas. Mais quand je fouille à l'intérieur de moi avec mon attention, est-ce que je suis mon propre allié ou mon propre ennemi? Bien là, va changer des choses si on commence à être son propre allié. Que les autres soient d'accord ou pas, hein? Ah ouais. C'est important aussi de réaliser puis de vraiment connaître. Non, il y avait une petite différence. Les distinctions, c'est ça que je voulais te parler par rapport au forum de Landmark. Ils font des distinctions. Comme par exemple le fait de savoir ou le fait de croire. Parce que tu peux croire à quelque chose, mais tu ne vas pas le mettre en pratique. Mais si tu sais que je peux croire que je suis bon, mais il y a une différence entre croire que je suis bon puis je sais que je suis bon. Quand je sais que je suis bon, j'ai même pas besoin d'y penser, j'ai même pas besoin de me le conscientiser. Je le sais que je suis bon. Puis ça, c'est important comme dans ce que tu expliquais là, qu'il faut être capable d'être vulnérable puis d'être dans s'autoriser d'être faible, mais aussi s'autoriser d'être fort. Mais il faut savoir qu'on peut être fort, tout comme il faut savoir qu'on peut se permettre d'être faible. Oui, mais la majorité des gens vont rester au niveau de la croyance. Ouais. C'est un peu la distinction entre les gens qui sont croyants spirituels ou versus athées. Dans le fond, athée, ça veut juste dire « moi, je ne crois pas ». Ce que tu me dis là, Dieu, non, Dieu, il n'existe pas. Ils disent que c'est pas vrai.
Alors qu'une personne qui est dans le savoir, lui, on parle davantage de agnostisme. Ce que ça veut dire, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un Dieu qui existe, moi. J'ai jamais eu de preuve, mais si tu me montres une preuve qu'il en existe un, je veux bien examiner ça, là, on verra. Tu sais. Mais pour l'instant, je n'ai pas de preuve. Alors pourquoi j'y croirais plus à ton Dieu que l'autre ou qu'il y en a un tout court? Tu sais. Ça, c'est être dans l'agnostisme, le savoir. Mais la majorité des gens vont s'accrocher à un savoir qui est très imparfait, qu'on appelle la croyance, qui est très proche du sentiment, un senti qui ment. Mais c'est pour se rassurer qu'ils font ça. Se rassurer sur des croyances qui viennent de l'extérieur. Puis là, ils adhèrent à ces croyances-là, puis ils sont convaincus. Hein, non, c'est moi qui ai décidé. Mais ils ont adhéré parce que ça comblait un vide. Mais dès qu'on le remplit avec sa propre connaissance de soi, ah tiens, je peux faire preuve de discernement, de choix. Et essaye pas de contrer une personne qui dit c'est vrai ce qui est écrit dans le livre. Même si tu dis, ben, tu sais que les recherches historiques démontrent que c'était l'influence de la culture cananéenne remonte aux Sumériens, puis tout ça, puis cette influence. Non, c'est écrit dans le livre! Comme il a été écrit un moment donné, ce livre-là. Par Dieu! Okay. S'ouvrir à la connaissance, c'est imparfait. Mais on ne peut pas ouvrir sur cette imperfection-là si on n'a pas d'abord stocké un sentiment de sécurité là, qui va être prêt à tolérer la différence de l'autre. Ouais, ça c'est un long travail aussi. Mais pour ça, il faut être capable de déjà s'accepter soi-même. Là. Moi, j'en aurais une question pour toi, si tu es d'accord. Vas-y. Quand j'écoute tes choses sur le web, là, tu me fais beaucoup penser à Anthony Novo de Vie de dingue. Là. Tu le connais-tu? Non, je n'ai jamais entendu parler. Tu regarderas ça, Anthony Novo, Vie de dingue, ça s'appelle son concept. Si. Le type, il s'occupait d'un abattage de dindons ou de poulet, puis il jouait aux jeux vidéo constamment, puis un jour, il s'est pris en main. Il a parti une chaîne YouTube de motivation, puis il s'est mis à faire le tour du monde, à vendre des formations en ligne, à faire de l'affiliation, puis il offre aux gens le même genre d'énergie, j'ai l'impression que ce que toi, tu présentes sur ton contenu. Moi, je trouve ça extrêmement inspirant. Je suis sûr que ça va donner le déclic là, à des centaines de personnes de se prendre en main. Voilà. Cool, ben, je vais aller m'enseigner, je vais aller voir ça, c'est cool. Merci. Je vois qu'il nous reste à peu près un petit 5-6 minutes là, pour que tu te laisses du temps pour te préparer après. Je voulais aborder un petit dernier sujet. Il y a tellement de choses à parler, mais bon, ça va peut-être aller à une autre fois. Bien sûr. Éventuellement, parce que ça, c'est quelque chose qui a toujours été très compliqué à comprendre, même quand je me renseigne sur Internet ou quand j'essaie de le définir, l'ego, ça reste toujours un mystère. Ah oui? Est-ce que tu serais capable de l'expliquer dans des mots très simples, de comprendre? Parce que l'ego, c'est une très bonne chose, tout comme ça peut être une très mauvaise chose. Ça peut nous aider ça nous protège pour énormément de choses, mais ça nous empêche d'évoluer. Fait que, si les gens ont regardé comment je parle au cours de l'entrevue, ils voient bien que je fais des signes avec mes bras constamment pour représenter l'idée là, de frontière. Là, ce qui est à l'intérieur de moi versus ce qui est à l'extérieur de moi. Bon, ben, l'ego, c'est ce qui se trouve ici à l'intérieur. Être égoïste, c'est très important pour connaître les besoins nécessaires. Quand je vais dormir, là, c'est égoïste parce que j'aurais pu aller aider la personne qui n'avait pas fini son travail. Quand je mange, c'est égoïste parce que j'aurais pu donner ma nourriture à quelqu'un qui était affamé. Donc, quand on s'occupe des besoins nécessaires, essentiels, on est dans un sain ego. Quand j'ai suffisamment pris soin de mon ego personnel, de mes besoins nécessaires, ben mes ressources augmentent et quand elles sont pleines, mes ressources, je peux ouvrir la porte naturellement et là, c'est ce qu'on appelle être altruiste. Altruiste, je vais à la rencontre de l'autre, mais là, j'appauvris mes ressources là, de patience, de faim, de tolérance. Puis le moment donné, si je dépasse mes ressources, il faut vite que je me réfugie, que je redevienne égoïste, que je retourne dormir. Puis il y a beaucoup de gens qui trouvent que « Ah non, moi, je veux surtout pas être égoïste, c'est pas gentil être égoïste. » Peut-être qu'ils confondent avec égocentrisme. L'égocentrique, c'est quelqu'un que son ego, là, lui, là, c'est le centre du monde. Il utilise les autres comme des objets. Il ne les considère pas comme des personnes. C'est des objets. Tant que lui est correct, c'est correct. Ferme vos gueules. Fait que égocentrique, c'est une vision utilitaire des choses, alors qu'égoïsme, c'est une vision nécessaire des choses. Dans les deux, il y a l'ego, mais ça veut juste dire frontière. Donc, est-ce que la frontière est saine ou la frontière est
pathologique, utilitaire, déshumanisante. OK. Ouais, ça explique assez bien. Parce que là, ça ramène aussi à ce que je t'avais dit tantôt par rapport au fait que les gens vont intégrer des conseils ou des phrases dans leur vie quand c'est pas du tout adapté. L'ego, c'en est un bon exemple. Les gens, ils vont dire, ah, ben, moi, je veux pas du tout être égoïste. Mais c'est pas adapté à leur vie parce qu'ils ont besoin justement de cet égoïsme. Ils veulent juste pas être égocentriques. C'est extrêmement sain. Oui, puis dans le cheminement de la construction de l'équilibre mental, il faut apprendre le pouvoir de se sécuriser, le pouvoir d'être un petit peu plus flexible sur ce qui avant était rigide, le pouvoir de se connaître, puis le pouvoir de gérer les frontières. Puis là, maintenant, on a accumulé beaucoup de pouvoir. Là. Je pourrais en abuser sur les autres qui n'ont pas développé autant de pouvoir. Mais c'est ça, la prochaine clé, c'est dissoudre progressivement mon ego pour me rendre vers de la disponibilité. Parce que c'est plus tout le pouvoir que j'ai appris qui me définit, ni mon ego personnel. Je peux me promener parmi les gens, le cœur ouvert, mais à tout moment, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, je peux dire non, parce que j'ai maîtrise les autres étapes de pouvoir, mais j'en abuse pas sur les autres. Ben, c'est une autre étape essentielle, ça, l'apprentissage de la dissolution de l'ego pour se rendre disponible. Mais j'ai pas dit briser notre ego, effacer notre... Juste le dissoudre pour plus que ce soit lui qui décide, mais plutôt nous qui décidons. C'est-tu le temps d'utiliser mon propre ego? Oui. Capable de le ramener consciemment. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on ramène consciemment. Oui, puis on l'apprend beaucoup avec la notion de non. C'est le début de l'ego, ça. Hein? Un enfant à 2 ans qui dit non. Là. Excellent. Ben, ça termine extrêmement bien cette vidéo-là. Merci beaucoup pour tout ton temps et tes explications. Ça m'a fait plaisir d'être invité. Si les gens de ta communauté trouvent de l'intérêt à ce que je revienne, ça me fera plaisir à nouveau. Ouais. Puis s'ils veulent me joindre sur les réseaux sociaux, c'est le même nom qui est indiqué là, le docteur Paul Simard, psychologue, mais tu sais, docteur écrit DR. Hein. DR Paul Simard, psychologue, je suis partout, sur toutes les plateformes. Sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, partout. Voilà. Excellent. Ben, je vais leur parler aussi de ton groupe Facebook parce que là, tu viens de parler de ton école. Tu pourrais nous en parler rapidement? Ben, une école de formation sur la psychologie là, en ligne. C'est qu'à force de faire de l'éducation, des programmes de formation pour des commissions scolaires, des organisations, des entreprises, ben là, j'ai structuré ma propre école en ligne. Et là, j'ai créé des communautés là, restreintes de juste 100 groupes. C'est nouveau de la semaine dernière. 100 personnes par groupe, mais c'est des groupes payants par contre. Ça crée une communauté restreinte où je vais leur offrir au minimum 1 heure de live en direct par semaine. Et puis, c'est pas cher, 5 de l'heure par psychologue, pour un psychologue. Ouais, c'est quoi? L'accès, j'ai vu ça, c'était 20 $? C'est ça, 20 $ pour un mois, au minimum de 4 heures, mais je vais en donner plus que nécessaire. Non, c'est vraiment bien. Là, en personne, moi, présentement, pour venir me voir, là, c'est 200 $ par 45 minutes. Là. Fait que c'est assez cher. Fait que ça vaut la peine d'aller à ton groupe Facebook. Ben, mais c'est pas la même chose, par contre. Mais moi, je crois que beaucoup de gens qui ont besoin d'éducation psychologique, beaucoup plus que le temps de présence directe. Déjà comprendre comment ça fonctionne. Puis ça me permet d'offrir au plus grand nombre, puis d'aider le plus grand nombre de gens possible. C'est très, très noble. Eh bien, excellent. Merci beaucoup. Puis c'est sûr, je vais en partager le plus possible. Et je te remercie encore une fois pour ton temps. Puis très bonne continuation. J'espère qu'on se reverra bientôt. Yes, mais je m'en vais écouter tes TikTok à l'instant. Ils sont très inspirants. Oui. Merci beaucoup. Et je te souhaite une très bonne soirée. Yes, salut. Salut.